Si tu restes obsédé par l'idée de montrer tes progrès, tu ne feras que construire une image fragile. La discipline silencieuse ne se remarque pas, mais elle se ressent dans tes résultats. Il peut te falloir des années pour le comprendre, ou tu peux décider d'arrêter de vivre pour l'approbation des autres. Il ne s'agit pas ici de paraître intelligent, mais d'arrêter de jouer pour la galerie et de commencer à discipliner ton caractère. Ici, ce n'est pas l'image que tu renvoies qui compte, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si tu dépends de la validation extérieure, chaque pas que tu fais t'éloigne un peu plus de ton propre jugement. Tu n'es fort que lorsque tu peux tenir debout sans témoins ni applaudissements. Et la plupart n'y parviennent pas, car ils ne supportent pas le silence. Mais c'est là que se construit la véritable valeur. Tu ne l'obtiendras pas en postant tes progrès, ni en racontant ce que tu vas faire. Tes paroles valent moins que tes actes, et tes actes valent moins que ta constance. La cohérence ne s'annonce pas, elle se démontre. Si tu cherches l'admiration, tu deviens esclave de l'opinion des autres. Quand tu agis pour toi et que tu tiens ta parole, c'est là que la différence commence. Tu n'as pas besoin de preuves publiques que tu es en train d'évoluer. Tu as besoin d'une discipline privée qui ne demande ni permission ni explication. Reste jusqu'à la fin si tu veux apprendre à discipliner ton esprit et ton corps, à reconstruire ta parole, à créer une valeur authentique et à tenir dans l'ombre, car cette dernière est la plus difficile à accepter. Avant de continuer, abonne-toi et active. Leçon 1. Cesse de rapporter chaque progrès. Éviter la validation constante t'apporte un respect authentique. Ton problème n'est pas le manque de progrès, c'est le besoin constant de le montrer. L'erreur consiste à traiter chaque petite avancée comme si elle nécessitait des témoins, en attendant une réaction extérieure qui n'est jamais suffisante. Tu ne grandis pas si chaque pas doit être vu. La règle est claire, la véritable croissance est silencieuse. Celui qui cherche l'approbation à chaque mouvement perd le contrôle de son processus intérieur. Quand tu rends public chaque réussite, tu transfères ton pouvoir, tu deviens dépendant de la reconnaissance et non de l'avancement. Le respect ne se gagne pas par le nombre de notifications, mais par la discipline que tu maintiens lorsque personne ne regarde. Si tu franchis la limite et t'habitues à tout rapporter, ton caractère s'affaiblit. L'autocontrôle se perd et les gens le remarquent. Ils ne te voient pas fort, ils te voient en demande. La croissance authentique ne fait pas de bruit car elle repose sur la valeur intérieure, non sur la réaction des autres. Si ta motivation dépend des applaudissements, tes progrès sont fragiles. Au bureau, il suffit d'observer la dynamique. Tu termines une présentation et à peine le fichier envoyé, tu le mentionnes à voix haute, espérant que quelqu'un lève la tête et t'accorde un mot d'approbation. Au début, tes collègues acquiescent, lancent un « bien joué » automatique sans détourner les yeux de leurs écrans. Avec le temps, la reconnaissance se fait plus rare. Certains ne répondent même plus. Le silence est sec, inconfortable. Tu commences à remarquer que lorsque tu entres dans la salle, les conversations ne s'arrêtent pas. Personne n'attend que tu rapportes quoi que ce soit, car personne ne le demande. La perception change. Tu n'es plus l'efficace, tu es celui qui cherche l'attention. À la salle de sport, c'est pareil. Une fois la séance terminée, tu sors ton téléphone, tu filmes la dernière série, tu postes l'histoire. Au début, les messages arrivent, les pouces levés aussi. Ensuite, c'est l'écho. Moins de réactions, moins d'intérêt. On te regarde du coin de l'œil depuis l'accueil, les coachs continuent leur routine. Tes progrès, qui étaient personnels, dépendent maintenant de la réaction d'un écran. Quand elle ne vient pas, le doute t'envahit. L'élan s'éteint. À la maison, avec ton partenaire, tu mentionnes chaque petit effort. Aujourd'hui, j'ai médité 10 minutes. J'ai préparé un repas sain. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant le dîner. Au début, un sourire, un « c'est bien ». Puis, un simple « le regard sur le portable, le geste distrait. Ce qui était un mérite devient une routine, et la routine, un bruit de fond. Le respect se dilue dans la répétition. Ainsi,
Tes progrès deviennent une monnaie d'échange pour de l'attention. Et quand l'entourage cesse de réagir, tu te décourages, tu perds ta constance et tu te demandes pourquoi le respect ne vient pas. La vérité est simple. Celui qui a besoin de montrer chaque pas n'avance jamais en silence. Et le respect authentique ne se négocie jamais en public. Le résultat te montre la vérité. Si tes progrès ont besoin de témoins, ce n'est pas de la discipline, c'est de la dépendance. La maîtrise s'exerce en l'absence d'applaudissements. Deuxième point. Leçon 2. Ne cède pas face à l'inconfort. Résister à l'impulsion d'abandonner renforce ton caractère. Sénèque a dit « Ne parle que si tu peux améliorer le silence ». En pratique, élimine le superflu et dis uniquement l'essentiel. La véritable croissance ne s'annonce ni ne s'exhibe. Elle se construit dans l'inconfort, dans cet espace où la majorité préfère se taire ou renoncer. La règle est simple. La discipline silencieuse est la base du caractère. Ne cherche pas l'approbation des autres et ne te laisse pas distraire par ce qu'ils pensent de toi. Ce qui compte, c'est la valeur intérieure, non l'apparence publique. La plupart abandonnent dès que l'inconfort apparaît. Ils renoncent quand personne ne les voit, lorsque l'effort cesse d'être reconnu ou applaudi. Mais le caractère ne se forme pas sous les projecteurs, il se forge dans la solitude de tes décisions inconfortables. Si tu n'agis que lorsqu'il y a des témoins, tu n'as pas de discernement, tu as peur de perdre ton image. La discipline silencieuse élimine l'inutile. Tu ne te justifies pas, tu ne cherches pas d'excuses, tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu fais ce que tu dois, même si personne ne le remarque. C'est cela, l'autocontrôle. Observe un matin ordinaire au bureau. Il est 8h15. Le couloir est presque vide. On entend le bourdonnement des lumières. Tu t'assois et ouvres le tableur. Le chef ne commande plus tes progrès. Les courriels restent sans réponse. La salle de réunion demeure fermée. Personne ne regarde ton écran. Personne ne demande tes résultats. Là, dans l'anonymat, la tentation de relâcher l'effort est constante. Laisser une formule sans vérifier, repousser le rapport, laisser refroidir le café en surfant sans but. Mais tu choisis de rester. Tu vérifies les détails, corriges les erreurs, termines la tâche. Personne n'en parle, tu ne t'y attends pas non plus. À la salle de sport, la pièce est presque vide. L'écho des haltères qui tombent, la sueur dans les paumes, le miroir embué. Pas de regard curieux ni de camarades pour encourager. C'est à toi de faire la dernière série. Le muscle brûle, l'esprit cherche des excuses. Tu pourrais partir et personne ne le saurait. Mais tu te places sous la barre, inspire et termine la série. À la fin, tu n'entends que ta respiration. L'employé nettoie le sol sans te regarder. Tu quittes les lieux. Il n'y a pas de félicitations, seulement la satisfaction âpre d'avoir accompli. À la maison, la relation s'éteint dans la routine. L'autre rentre fatigué, se sert le dîner en silence, les couverts résonnent contre l'assiette. Pas de mots de remerciement, pas de geste de reconnaissance. Tu pourrais arrêter de demander comment s'est passée la journée, tu pourrais éviter l'étreinte. Mais tu choisis de rester à table, tu écoutes la réponse brève, tu redemandes, tu débarrasses les assiettes. Personne ne le célèbre, personne ne le remarque, mais la relation ne s'effondre pas. Elle persiste. Les conséquences ne sont pas immédiates. Personne ne t'applaudit, mais on ne te reproche rien non plus. L'entourage commence à percevoir une constance qui n'a pas besoin d'être proclamée. La confiance, lentement, s'installe. Les erreurs diminuent, les résultats s'accumulent. La perception change. Tu n'es plus celui qui cherche la reconnaissance. Tu es simplement celui qui fait. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété. Ce n'est que le début. Maîtrise, agir sans témoin. Leçon 3. Tiens tes promesses, même si personne ne regarde. Honorer ta parole fait de toi une personne digne de confiance. Ne cherche pas d'excuses. Fais ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne regarde et que personne ne va te le reconnaître. Agis avec la même exigence lorsqu'il n'y a pas de témoin. Le critère se démontre en privé.
La règle est claire, ta parole est un contrat, pas une décoration. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Peu importe les applaudissements, les likes ou les témoins. La véritable valeur ne se mesure pas à la réaction des autres, mais à la cohérence que tu maintiens dans le silence. Si tu n'accomplis que lorsque tu es observé, tu es esclave de l'approbation et otage de l'image. Ainsi, il n'y aura jamais de maîtrise intérieure. La discipline silencieuse organise ta vie de l'intérieur, pas à partir du bruit extérieur. Chaque fois que tu cèdes à la facilité de laisser quelque chose à moitié fait parce que personne ne va s'en rendre compte, tu renforces le désordre et perds le contrôle. Le respect que tu recherches commence avec toi, et seulement avec toi. Réfléchis-y. Tu as promis de rendre un rapport à temps au travail, mais comme ton chef ne t'a rien demandé, tu repousses jusqu'à ce qu'on te le réclame. Tu dis que tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, mais si personne ne te pose de questions, tu arrêtes d'y aller. Tu as convenu avec ton partenaire de résoudre un problème, mais puisqu'il n'en parle pas, tu l'ignores. Ce schéma n'est pas un hasard. C'est un manque de critères, un manque d'ordre, un manque de respect pour ta propre valeur. Si ta parole n'a de valeur qu'en situation de pression, tu n'auras jamais la véritable confiance de personne, pas même la tienne. Il y a plus. Observe ce qui se passe lorsque tu manques à tes engagements en silence. Le mail promis que tu n'as jamais envoyé, cet appel que tu avais dit que tu ferais et que tu as oublié, le projet personnel que tu as repoussé jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Personne ne te fait de reproches, mais la dette s'accumule. Tu commences à le remarquer dans les détails, tu te regardes dans le miroir et évites de soutenir ton propre regard. Le dimanche soir, le poids des tâches non accomplies t'accompagne au lit. Lors d'une réunion, quand quelqu'un demande qui peut s'occuper d'un sujet, personne ne te regarde. Les opportunités cessent d'apparaître. Tu deviens invisible aussi pour les autres. Le respect ne se perd pas dans les cris, mais dans les longs silences et les promesses rompues que personne ne mentionne. Le jour où tu décides de tenir parole, même si personne ne t'observe, la dynamique change. Tu termines ce rapport même si personne ne l'a demandé, et en l'envoyant en avance, le silence se brise. Ton chef lève les yeux, fait une pause, acquiesce sans un mot. Il n'y a pas d'applaudissements, mais pour le projet suivant, on vient te voir en premier. À la maison, tu règles cette tâche sans que ton partenaire ait besoin de te le rappeler. Elle t'observe du coin de l'œil, ne dit rien, mais la tension baisse. L'ambiance s'ordonne, ta démarche change. La confiance s'installe dans les gestes quotidiens, dans la façon dont tu t'assois, dans le ton avec lequel tu réponds au téléphone. La conséquence est simple. Celui qui tient ses engagements sans témoin est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de rappel, ni de surveillance, ni de promesses publiques. C'est la maîtrise. Dans la prochaine leçon, tu comprendras pourquoi ton critère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ta capacité à rester ferme lorsque personne ne te regarde. Leçon 4. Élimine délibérément les distractions. Couper le superflu. Multiplie ta concentration quotidienne. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. Si tu ne mets pas d'ordre dans ton attention, tu es prisonnier de ce que les autres décident de te montrer, et non de ce que tu décides de construire. La règle est simple. Chaque distraction que tu tolères affaiblit ta discipline et dilue ta valeur intérieure. La véritable croissance ne se mesure pas aux applaudissements ni aux réactions, mais au contrôle que tu exerces sur ce que tu laisses entrer dans ta journée. Tant que tu continues à laisser ouvertes les portes au superflu, notifications, messages inutiles, comparaisons constantes, ton énergie se disperse et ton discernement devient opaque. L'approbation extérieure est un mirage. Chaque fois que tu cherches une validation dans ce qui est visible, tu perds de la solidité dans l'invisible. Le respect de soi s'érode à chaque interruption que tu permets parce que tu n'as pas eu le courage d'établir des limites. Ce n'est pas le monde qui te distrait, c'est toi qui refuses de prendre le contrôle. Pense-y au travail. Tu as une tâche clé.
Mais tu vérifies WhatsApp toutes les 5 minutes, tu réponds à des messages sans importance et tu passes d'un onglet à l'autre. Tu termines la journée fatigué, avec l'impression d'avoir beaucoup fait, mais sans avancer sur l'essentiel. Ou à la salle de sport. Tu y vas, mais chaque pause est remplie par les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres au lieu de renforcer la tienne. Même dans ta relation, au lieu d'écouter vraiment, ton attention est partagée entre l'écran et la personne. Le résultat est le même, présence superficielle, progrès nul. Transporte cela à un après-midi ordinaire. Tu ouvres ton ordinateur portable pour finir un rapport en retard. La notification vibre, l'écran clignote. Quelqu'un t'identifie sur une photo, un autre groupe envoie des mèmes. La boîte mail se remplit de sujets urgents. Aucun ne te concerne. Tu regardes l'horloge. 2 heures se sont écoulées. Le rapport n'a pas bougé. Le bureau est couvert de tasses vides et de papiers non lus. Le téléphone reste à portée de main, jamais en mode silencieux. Tu lèves les yeux et tu vois ton reflet dans la fenêtre. Regard fatigué, mâchoire tendue. La sensation de vide est palpable. Dehors, la lumière change, mais tu restes bloqué sur le même paragraphe. À la maison, la scène se répète. Le dîner refroidit pendant que tu réponds à des messages dont tu ne te souviens plus après. La télévision fait du bruit en fond, mais tu ignores ce qui se dit. Quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et tu te contentes de hausser les épaules. Personne n'insiste. Le silence s'installe. À table, les gestes sont automatiques, les dialogues courts. La déconnexion se lit dans les détails. Regard absent, réponse monotone, absence de vraies questions. Le lendemain, la perception change. Les autres remarquent ton absence, même si tu es là. Les supérieurs doutent de ta fiabilité. Tes collègues cessent de t'inclure dans les décisions importantes. À la maison, la distance s'agrandit. Les conversations deviennent une formalité. Les plans se font sans te consulter. Le respect se perd dans l'invisible et quand tu essaies de le regagner, tu découvres que tu n'as plus de crédit. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Et il y a plus. Maîtrise la porte de ton attention. Leçon 5. Décide de ta voix sans chercher l'approbation. Prendre des décisions seul renforce ton énergie intérieure. Tu es en réunion et avant de donner ton avis, tu jettes un coup d'œil pour guetter la réaction des autres. Tu envoies un message important et tu attends la double coche bleue, inquiet de la réponse. Ou tu hésites avant de prendre une décision simple, craignant ce que les autres penseront si tu te trompes. C'est ainsi que tu dilues ta force, en consultant chaque pas, en attendant une permission qui ne viendra jamais. Le principe est simple, la véritable croissance exige une discipline silencieuse et une concentration absolue sur ta valeur intérieure, non sur l'opinion d'autrui. Quand tu remets ta direction à l'approbation extérieure, tu deviens dépendant et prévisible. Le respect ne se construit pas en demandant la permission. Il se gagne en prenant des décisions et en les assumant, même si personne n'applaudit. La discipline silencieuse, c'est agir sans exposer ton processus à l'opinion publique. Si tu cherches l'approbation avant d'agir, ton discernement s'affaiblit. La valeur intérieure se forge dans la solitude, au moment où tu décides sans témoin, sans besoin de reconnaissance. Chaque fois que tu doutes et consultes avant d'agir, tu abandonnes ton pouvoir de décision. Et lorsque ta conduite dépend des applaudissements, tu ne développes jamais une véritable autonomie. Exemple du quotidien, tu es sur le point de changer de travail. Au lieu d'analyser tes propres raisons et de prendre la décision, tu appelles 3 amis, tu demandes l'avis de ton partenaire, tu consultes des forums. Au final, ton choix est la moyenne de ce que les autres pensent, pas le reflet de ton caractère. Ou à la salle de sport, tu t'arrêtes au milieu de la série parce que tu remarques que personne ne te regarde. Et tu as l'impression que ton effort ne compte que s'il est visible. Ainsi, tu prends l'habitude de mesurer ta progression selon la réaction des autres et non selon tes propres critères. Même dans les petites choses, tu envoies un message et si tu ne reçois pas de réponse immédiate, tu t'inquiètes, tu doutes de toi. Cette habitude te rend faible, anxieux, toujours à la merci de la validation extérieure.
Et le vrai progrès n'arrive jamais parce que tu n'agis jamais par conviction, seulement par réaction. Autre scène, tu sors dîner avec un groupe et, devant le menu, tu attends que tout le monde commande avant de te décider, observant leur plat pour ne pas détonner. Lorsque le serveur arrive, ta voix est à peine audible, tu hésites une seconde de trop. Quelqu'un te demande pourquoi tu as choisi cela et tu te justifies alors que personne ne l'a demandé. La conversation continue, mais ton insécurité flotte dans l'air, invisible mais perceptible. Tes gestes te trahissent. Tu jettes des regards en coin, tu acquiesces trop, tu souris excessivement en quête d'acceptation. À la fin de la soirée, tu repars avec la sensation de ne pas avoir été présent, d'avoir agi uniquement pour t'intégrer. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, tes collègues commencent à percevoir ton indécision. Ils ne te sollicitent pas lorsqu'il faut résoudre une urgence. Cela se voit dans les silences gênants avant que tu ne parles, dans les regards échangés en attendant que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Ta valeur perçue diminue. L'opportunité n'attend pas celui qui doute. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît petite. La suivante ne l'est pas. Maîtrise. Le silence est une position. Leçon 6. Fixez des limites claires à ceux qui absorbent votre temps. Protéger votre espace vous permet de grandir solidement. Il y a une chose que tu dois accepter. Si tu ne poses pas de limites claires, d'autres décideront à quoi tu consacres ton temps et ton énergie. Ce n'est pas un hasard si tu te sens vidé ou si tu n'avances pas. C'est la conséquence directe d'avoir laissé ton espace disponible à n'importe qui. Le principe est simple, ta véritable croissance dépend de la protection de ton temps contre ceux qui l'absorbent sans rien apporter. Si tu ne sais pas dire non, ta discipline s'effondre avant même d'avoir commencé. Il ne s'agit pas d'être dur sans raison ni de devenir inaccessible. Il s'agit de reconnaître l'auto-illusion. Tu crois que rester toujours disponible te rend plus précieux, mais cela ne fait que te rendre plus manipulable. Les personnes qui ne respectent pas ton temps apprennent vite qu'elles peuvent t'interrompre, te demander des services, te distraire avec leurs urgences. Tu deviens la ressource facile, celui qui ne dit jamais stop. Et pendant que tu cherches l'approbation ou que tu crains de déplaire, eux font avancer leurs propres projets. Tous ces sacrifices silencieux ne te rapprochent pas de tes objectifs. Ils t'enfouissent seulement dans l'agenda des autres. Au travail, tu es celui qui répond aux messages WhatsApp en dehors des horaires, celui qui prend en charge les tâches des autres parce qu'il ne sait pas dire non. Il suffit de regarder ta boîte de réception, des messages sans importance, des demandes de dernière minute, des réunions inutiles auxquelles tu assistes seulement par obligation. Dans ton groupe d'amis, tu es celui qui est toujours disponible, même si tu annules tes propres projets. Tu reçois des appels inattendus, des messages pour résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, des invitations de dernière minute auxquelles tu acceptes, même si tu as d'autres priorités. En couple, tu cèdes ta routine quotidienne pour t'adapter au rythme de l'autre, même si cela te laisse 100 ans pour t'entraîner, lire ou travailler sur ce qui compte vraiment. Tu remarques que tes livres prennent la poussière, que tes vêtements de sport restent dans l'armoire et que ta liste de tâches personnelles ne diminue jamais. À la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, mais la réponse se trouve dans chaque minute que tu as offerte par peur de déranger. Ne pas poser de limites n'est pas de la générosité, c'est un manque de discernement. Une croissance solide exige une discipline silencieuse. Organiser ton temps, protéger ton espace, apprendre à dire non sans donner d'explications inutiles. Si tu ne le fais pas, ta journée se remplit des tâches des autres et de demandes qui ne te concernent pas. La conséquence est claire. Tu perds le contrôle de ton propre développement. Tu stagnes. Les autres commencent à s'y attendre de ta part. Ils ne demandent même plus si tu peux. Ils supposent simplement que tu le feras. Le signe d'agacement, quand enfin tu oses refuser, le silence gênant dans le groupe, le regard de désapprobation, autant de signes que tu as laissé les autres définir tes limites trop longtemps. Dans la prochaine leçon,
Tu vas découvrir comment distinguer une critique que tu dois écouter d'une opinion qui ne vise qu'à te freiner. Leçon 7. Ne confonds pas progrès et exhibition. Se montrer moins et construire plus donne des résultats réels. Tu es à la salle de sport. Tu viens de terminer une série lourde et sans réfléchir, tu sors ton téléphone. Tu te regardes dans le miroir, ajuste ton t-shirt pour mettre en valeur ton bras, pointe la caméra et prends un selfie. Tu le publies dans tes stories avant même que ta respiration ne redevienne normale. Tu n'as même pas fini ta séance. Entre chaque série, tu vérifies qui a vu la photo, si quelqu'un a répondu, s'il y a un emoji flamme. Tu veux que les autres voient que tu fais le travail, que tu n'es pas comme les autres. Mais quand personne ne réagit, tu restes là à regarder l'écran. La sueur sur ton front ne suffit pas. Tu as l'impression que tes efforts ne comptent que s'ils sont reconnus. Tu relâches l'intensité. Au final, tu quittes la salle avec la sensation qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. La règle est simple, la croissance réelle se fait en silence, pas en vitrine. Ce qui compte, c'est ce que tu construis quand personne ne te regarde. Le muscle se forme quand il n'y a pas de caméra, quand le seul témoin est la douleur dans ton avant-bras et le miroir embué. Chaque fois que tu privilégies montrer tes progrès plutôt que de faire le travail, tu en paies le prix. Tu échanges la discipline contre l'exposition. Tu offres ton énergie à l'approbation extérieure. Le progrès authentique s'affaiblit quand tu le nourris de validation extérieure. L'attention est addictive, mais elle ne donne pas de résultat. Tu perds ta concentration. Tu deviens dépendant de la réaction, pas du résultat. Et cette dépendance te rend moins constant. Parce que quand il n'y a pas d'applaudissements, ta motivation s'en va. Et c'est là que la majorité abandonne. Regarde au travail. Tu as une idée, à peine une ébauche. Avant même de la concevoir, tu cours l'annoncer sur le groupe WhatsApp. Tu écris « Je prépare quelque chose de grand ». Ah, tu attends la réaction. Quelques emojis, un ou deux « Waouh », mais rien de plus. Quand la vague de félicitations n'arrive pas, tu ouvres le fichier, le regardes quelques minutes et le refermes. Le projet est mis en pause. Les jours passent et l'enthousiasme s'évapore. Le fichier se perd parmi d'autres tâches. Personne ne demande le résultat et toi non plus tu n'en reparles. L'avancée ne se concrétise jamais. Ou dans la relation, tu dînes avec ton partenaire et, avant de goûter la première bouchée, tu prends une photo. La meilleure compagnie, écris-tu. Tu publies l'image, vérifies les likes. Quand l'attention retombe, quand personne ne commente, tu te demandes s'il y a vraiment quelque chose de spécial. Tu commences à chercher des moments postables au lieu de moments réels. Les silences à table deviennent gênants parce qu'il n'y a plus rien à montrer. Le coût est évident. Tes progrès dépendent du regard des autres, pas de tes propres standards. Et cela te rend fragile. Il y a des conséquences visibles. Ton entourage commence à remarquer la différence. On te demande moins de nouvelles de tes projets parce qu'on sait que tu ne cherches qu'une réaction. À la salle, ceux qui progressent vraiment t'ignorent. Au travail, tes idées perdent de la valeur parce qu'elles n'aboutissent jamais à des résultats. Dans la relation, ton partenaire sent la distance. Les gestes changent, moins de contact visuel, plus de temps sur le téléphone, des phrases plus courtes. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 8. Apprends à être fort dans la solitude. Soutenir ta discipline sans témoin est la véritable épreuve. Il y a quelque chose qui paraît inoffensif. La plupart ne gardent le contrôle que lorsque quelqu'un les regarde. Ils font des efforts s'il y a un public, s'ils attendent des applaudissements ou au moins une réaction. Mais lorsque la porte se ferme et qu'il n'y a pas de témoin, toute cette prétendue exigence se dissout. La vraie règle apparaît lorsque personne n'observe. Le principe est clair, ta discipline réelle se mesure dans la solitude, pas dans l'exposition. La valeur intérieure ne se négocie pas avec le regard des autres, ni ne se confirme par l'approbation d'autrui. La raison est directe et dure. Si ta conduite dépend du regard des autres, tu n'as pas de caractère, tu portes un masque.
Le respect de soi ne se construit pas sur scène, mais dans ce que tu fais, lorsque personne ne va te féliciter, lorsqu'il n'y a pas de risque de perdre des points sociaux. La véritable croissance exige que tu maintiennes tes habitudes, même si personne ne te récompense, même si l'effort passe inaperçu. Car si tu n'es discipliné que sous le regard d'autrui, tu n'es pas fort, tu es dépendant. La vraie force est silencieuse, inconfortable, sans témoin ni like. Et là, la plupart échouent. Imagine ta routine quotidienne. Quand ton chef est là, tu fais semblant de travailler avec rigueur. Le clavier claque, l'écran change d'onglet dès qu'il passe derrière toi. Mais quand il s'en va, tu laisses la tâche à moitié faite et tu consultes ton téléphone. Les minutes filent. À la salle de sport, tu fais des répétitions impeccables s'il y a quelqu'un qui regarde, tu ajustes même les poids avec une pause théâtrale. Mais tu négliges la technique quand personne ne surveille et la sueur sur le front ne compense pas la tricherie. Sur WhatsApp, tu écris des réponses polies dans les discussions de groupe, la courtoisie est une façade. Mais tu laisses tomber la discipline en privé, réponses brèves, ironie, messages sans filtre. Même en couple, tu montres de la patience en public, tu souris lors des repas de famille, mais tu perds le contrôle quand vous êtes seul, la voix monte, le regard se durcit. Tout cela révèle une norme fausse, tout cela te trahit. Car ce que tu fais sans témoin, c'est ce que tu es vraiment. Observe les conséquences. Les résultats se voient dans les détails, la boîte de réception pleine de tâches inachevées, le corps qui ne progresse pas, la relation qui accumule les silences gênants. Tes collègues remarquent le schéma, l'énergie baisse quand personne ne supervise. Les erreurs se répètent dans les rapports, les délais s'allongent. À la salle, l'entraîneur te regarde de loin et voit que lorsque tu crois qu'il ne t'observe pas, tu écourtes les pauses, tu sautes une série. Les conversations privées se remplissent de phrases sèches. Et ensuite, à la réunion suivante, les silences pèsent davantage. À la maison, ton partenaire croise les bras. La distance grandit. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le remarque. La perception change. Tu n'es plus fiable, tu n'es correct que lorsqu'on te l'exige. Dans la solitude, il n'y a pas de récompense. Il ne reste que la réalité. Ce que tu fais quand personne ne l'exige, c'est ce qui fait la différence. Si tu ne maintiens ta discipline que lorsqu'il y a une récompense immédiate, tu n'as pas de caractère, tu es dépendant. Ce que tu tolères en silence devient ta véritable limite. Le respect de soi ne s'obtient pas par des gestes publics, mais parce que tu défends quand personne ne l'exige. Tu peux continuer à chercher des témoins ou commencer à être ton propre juge. La différence se voit dans ton miroir. Maîtrise. La discipline invisible est la seule qui compte. La véritable croissance ne fait pas de bruit. Elle ne dépend pas du regard des autres, ni des applaudissements. C'est la discipline dans l'invisible, la force dans l'inconfort, des limites claires et des chemins choisis sans témoin. Il ne s'agit pas de montrer, mais de soutenir. Si tu cherches le progrès, ne le confonds pas avec l'exposition. Si tu veux avancer, ne le négocie pas avec le monde. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu coupes à la racine même si ça fait mal, ce que tu maintiens malgré le silence. L'approbation extérieure est volatile, la valeur intérieure demeure. Il n'y a pas de raccourcis ici, seulement du travail silencieux, des décisions fermes et la volonté de supporter la solitude quand c'est nécessaire. L'essentiel est au centre de l'attention. Si tu continues à réagir à chaud chaque fois que tu te disputes, tu vas perdre le respect de ceux qui t'entourent. Et, pire encore, le contrôle sur toi-même. Ce qui semble anodin, comme répondre sans réfléchir ou te laisser emporter par l'impulsion, peut nuire à ton image à chaque conversation importante. Il suffit d'une seule fois, une réunion où tu élèves la voix, un repas de famille où tu lances un regard dur, un groupe de discussion où tu laisses un message sec. Les conséquences ne tardent pas à devenir visibles. Les autres baissent les yeux, évitent d'échanger des mots avec toi. Même ceux qui comptaient sur toi pour certains projets arrêtent de demander ton avis. Le silence gênant après tes paroles
reste suspendu dans l'air plus longtemps que tu ne le voudrais. Une réputation s'érode rapidement. Une étude de l'université de Harvard a démontré que les personnes qui parviennent à garder leur calme dans des situations tendues sont perçues comme plus compétentes et dignes de confiance, même si elles n'ont pas raison sur le moment. La salle penche en faveur de celui qui contrôle ses gestes et son ton. Aujourd'hui, je te présente 10 réponses que tu peux utiliser pour garder ton calme, ton contrôle et ta présence stoïcienne dans n'importe quelle discussion. Ces 10 réponses ne t'aideront pas seulement à éviter des conflits inutiles, mais elles renforceront aussi ta confiance et ta capacité d'influence. La dernière va te surprendre, car elle est si simple que tu ne l'as sûrement jamais utilisée, mais c'est la préférée des stoïciens. Commençons par les 10 réponses qui font la différence dans toute discussion. Réponse 1. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Au moment où quelqu'un élève la voix ou cherche à s'imposer dans une discussion, la réaction la plus courante est de riposter, de se défendre, de prouver qu'on a raison. Mais il existe une autre option, une option qui désamorce le conflit à la racine. Refuser de discuter et à la place, choisir de comprendre. Lorsque tu dis « je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre », ce n'est ni une reddition, ni un signe de faiblesse. C'est un choix conscient de ne pas laisser l'émotion gouverner, de ne pas devenir l'esclave de la raison d'autrui, de ne pas te perdre dans le bruit du désaccord. En adoptant cette posture, tu t'élèves au-dessus de la situation, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu choisis de te contrôler toi-même. Tu sais que la plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais la victoire. Les gens se disputent pour gagner, pas pour comprendre. Mais si tu décides d'écouter, de poser des questions et de réellement chercher la racine du désaccord, tu te libères du besoin d'avoir le dernier mot. Tu gagnes en tranquillité et souvent l'autre baisse sa garde. La tension se dissout car elle ne rencontre plus de résistance. Imagine une dispute à la maison, au travail, avec un ami. L'ambiance se réchauffe. Les mots deviennent durs. Tu pourrais répondre, tu pourrais élever la voix, tu pourrais lancer des arguments comme des pierres. Mais tu choisis une autre voie. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Soudain, la dynamique change. L'autre, habitué à la confrontation, se retrouve face à un mur doux. Il n'y a pas d'écho à sa colère. Tu l'invites à expliquer, à s'ouvrir, à exposer ses raisons. Peut-être, pour la première fois, quelqu'un l'écoute vraiment. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas être comme son ennemi ». Tu n'as pas besoin de gagner la discussion. Tu n'as rien à prouver. La seule chose qui compte, c'est ta paix intérieure, ton intégrité, ta capacité à rester ferme au milieu de la tempête. Comprendre n'implique pas d'être d'accord, mais cela implique d'être présent, de rester maître de toi-même et de choisir le chemin le plus difficile, celui de l'autocontrôle. Deuxième réponse. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Il y a une tension presque imperceptible lorsque quelqu'un te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Le pouls s'accélère, l'esprit cherche des arguments, le corps se prépare à se défendre. Mais que se passe-t-il si tu n'entres pas dans le combat ? Si, au lieu de te battre, tu décides d'observer, d'écouter, de laisser l'autre exposer son point de vue sans l'interrompre. C'est ici que cette phrase prend toute sa force. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas céder, c'est une pause stratégique. Quand tu l'utilises, tu arrêtes l'escalade et tu désarmes la confrontation. L'autre s'attend à ce que tu répondes avec du feu, tu lui rends du calme. Il s'attend à ce que tu te justifies, tu restes serein. Cette phrase ne signifie pas que tu renonces à ta vérité, ni que tu ignores tes principes. Elle signifie que tu choisis le contrôle sur la réaction, que tu distingues entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Imagine une discussion intense. L'autre personne insiste, élève la voix, cherche à te convaincre. Tu pourrais répondre avec la même intensité, mais tu choisis une autre voix. Tu dis la phrase, l'ambiance change. La conversation perd de la température. Maintenant,
l'autre personne se heurte à un mur doux, inamovible. Elle peut continuer à parler, mais elle ne trouve plus de résistance. La force de cette réponse réside dans ce qu'elle ne dit pas. Elle ne valide pas, n'attaque pas, ne justifie pas. Elle pose simplement une limite silencieuse. Où se trouve le contrôle dans une discussion? Pas dans le fait de gagner l'argument, mais dans le fait de ne pas te perdre toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu permets à l'opinion de l'autre d'exister sans qu'elle t'affecte, tu t'entraînes à la discipline la plus difficile, celle de gouverner tes propres émotions. As-tu déjà essayé de laisser passer l'opinion d'autrui comme un courant d'air? Essaie de prononcer cette phrase la prochaine fois. Observe ce qui se passe chez l'autre et en toi. Réponse 3. Je peux me tromper. Dis-moi ton point de vue. Lorsque, au milieu d'une discussion, quelqu'un te met la pression, il s'attend à ce que tu répondes avec certitude, que tu défendes ta position comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. La plupart des gens s'accrochent à leur point de vue parce qu'ils le ressentent comme une extension d'eux-mêmes. Admettre la possibilité de se tromper semble être une faiblesse, mais en réalité, c'est un acte d'intelligence et de maîtrise émotionnelle. Dire « je peux me tromper, dis-moi ton point de vue » change immédiatement la dynamique. Ce n'est pas une reddition, mais un coup stratégique. En reconnaissant que ta vision est limitée, tu ouvres la porte à un véritable dialogue, et non à une guerre d'ego. Celui qui t'écoute baisse sa garde, car il sent qu'il n'a pas à se battre pour être entendu. Il sent que son point de vue compte, et cela transforme la discussion en une recherche commune de clarté, et non en un combat. Imagine une situation au travail. Tu discutes avec un collègue sur la meilleure façon d'aborder un projet. Tu as de l'expérience, mais lui aussi. La conversation s'envenime. Au lieu d'insister sur le fait que tu as raison, tu dis « je peux me tromper, dis-moi ton point de vue ». Ton collègue est surpris, il se détend même. Il sait qu'il peut parler sans crainte d'être jugé. À présent, la conversation tourne autour des faits, des idées, des solutions, et non de qui aura le dernier mot. Cette habitude révèle de la maturité et une bonne connaissance de soi. Tu sais que ta vision est toujours partielle, que tes émotions peuvent brouiller ton jugement. En l'admettant, tu ne t'affaiblis pas, tu te renforces. Tu gagnes du respect, car tu montres que tu accordes plus de valeur à la vérité qu'à ton ego. De plus, tu deviens plus difficile à manipuler. Celui qui cherche à te provoquer ne trouve pas de résistance, mais de l'ouverture. Ainsi, tu gardes le contrôle de la conversation et tu évites de tomber dans des provocations inutiles. Dans les relations personnelles, cette approche est encore plus puissante. Lorsque tu te disputes avec quelqu'un de proche, la tension émotionnelle est multipliée. Si tu t'accroches à avoir raison, la distance grandit. Mais si tu peux dire honnêtement que tu pourrais te tromper, tu invites l'autre personne à s'ouvrir elle aussi. Le conflit se transforme en compréhension mutuelle. Adopter cette réponse ne signifie pas douter de tout ni perdre sa conviction. Cela signifie être prêt à apprendre, à ajuster sa vision quand des arguments solides apparaissent. C'est une manière de vivre avec moins de friction et plus de croissance. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te défendre, souviens-toi, le véritable contrôle n'est pas de gagner la discussion, mais de garder son calme et son ouverture. C'est la différence entre réagir et répondre avec sagesse. Réponse 3. Je peux me tromper, dis-moi ton point de vue. Réponse numéro 4. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. Parfois, au milieu d'une dispute, la dernière chose que tu veux, c'est céder. Tu as l'impression que si tu ne réponds pas, si tu ne défends pas ton point de vue avec des arguments solides, tu es en train de perdre. Mais il y a un moment où la priorité n'est pas de prouver qui a raison, mais de protéger ta propre sérénité. Ce n'est pas abandonner, c'est prendre une décision consciente, ne pas laisser l'émotion du moment dicter ce que tu dis ou fais. Choisir le calme ne signifie pas que tu ignores ce que tu penses ou ressens. Au contraire, tu reconnais ta position, mais tu décides que ce n'est pas le moment de te battre pour elle. Peut-être que l'autre personne est bouleversée, peut-être que toi aussi. Parler maintenant ne ferait qu'envenimer les choses. Alors,
tu mets une pause. Tu respires, tu prends du recul. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends la valeur de te préserver pour les batailles qui comptent vraiment. Ce genre de réponse déstabilise. L'autre personne attend une réaction, une contre-argumentation, une explosion. Mais toi, tu choisis le silence ou une phrase posée. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. C'est une façon de poser une limite, de montrer clairement que tu n'es pas prêt à perdre ta paix pour une dispute qui, à long terme, ne changera probablement rien d'important. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? As-tu ressenti cette pression de devoir répondre, de ne pas rester silencieux, même si tu sais que le mieux serait d'attendre ? Parfois, on nous apprend qu'il faut avoir le dernier mot, que céder, c'est perdre. Mais en réalité, la force réside dans le contrôle. Savoir quand parler et quand se taire. Te donner la permission de te prioriser, même si l'autre ne le comprend pas. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être qu'après, tu repenses à ce que tu aurais pu dire. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'aucune victoire dans une dispute ne vaut la tranquillité que tu t'es offerte à ce moment-là. La prochaine fois que tu sens que tu vas perdre le contrôle, demande-toi: ai-je vraiment besoin d'avoir raison maintenant? Ou puis-je m'offrir le cadeau du calme? 5e réponse. Tous les désaccords ne nécessitent pas une réponse immédiate. Il existe un espace entre l'impulsion et l'action. Et c'est dans cet espace que réside notre liberté. Face à un désaccord, l'urgence de répondre peut se manifester comme une force irrésistible, comme si le silence était une reddition ou une faiblesse. Mais en réalité, c'est précisément dans ce silence que se révèle la maîtrise de soi. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. » Répondre immédiatement sous le feu de l'émotion est souvent la manière la plus rapide de perdre le contrôle et de dire quelque chose que l'on ne pourra plus retirer par la suite. Lorsque quelqu'un nous met au défi, l'esprit a tendance à rechercher des victoires rapides. L'ego exige que nous répondions, que nous défendions chaque mot, que nous ne laissions passer aucune offense. Mais la maturité consiste à mettre en pause cette réaction automatique, même lorsque le cœur bat plus vite et que les mains se crispent. Prendre un moment, respirer, observer le désaccord de l'extérieur, c'est une preuve de force, non de faiblesse. Il ne s'agit pas d'ignorer le conflit, mais de choisir le meilleur terrain pour répondre. Et parfois, ce terrain, c'est le temps. Imagine une discussion au travail. Quelqu'un remet en question ta décision devant les autres. La réaction immédiate serait de répondre, de te justifier, de protéger ta réputation. Mais si tu diffères ta réponse, si tu dis simplement « je vais y réfléchir », tu t'offres la possibilité d'analyser la situation avec clarté et sans le filtre de l'émotion. Bien souvent, la perspective que donne la distance révèle que le désaccord n'était pas si urgent, ou même qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre du tout. Le silence stratégique est une déclaration d'indépendance face aux provocations. Tout ne mérite pas ton énergie et tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. C'est une façon de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de gagner chaque discussion, mais de garder ta maîtrise de toi et de choisir quand et comment agir. Ainsi, chaque désaccord cesse d'être une menace et devient une occasion de pratiquer l'autocontrôle, la patience et la réflexion. Choisir le bon moment pour répondre est, en soi, une réponse. Et parfois, la meilleure réponse, c'est d'attendre. Réponse 6. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Parfois, les paroles des autres peuvent ressembler à un coup direct porté à l'ego. Tu reçois une critique, un commentaire auquel tu ne t'attendais pas, et ta première réaction est de te défendre, de te justifier ou même de riposter. Mais il existe une autre façon de répondre, une façon qui ne te met pas sur la défensive et qui n'alimente pas le conflit. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Cette phrase paraît simple,
mais elle recèle une force immense. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas non plus de la soumission, c'est une déclaration de maîtrise de soi. Tu reconnais ce que l'autre te dit, tu le valides, mais tu ne permets pas à l'émotion de prendre le contrôle de la conversation. Tu prends l'information, tu la conserves et tu t'accordes le temps de décider si elle a de la valeur pour toi ou non. Ainsi, tu gardes le contrôle sur toi-même et sur la situation. Pense à la dernière fois qu'on t'a fait une critique inattendue. Qu'as-tu ressenti? Comment as-tu réagi? Peut-être as-tu ressenti de l'irritation ou une pression intérieure pour clarifier ton point de vue. C'est compréhensible, mais imagine répondre avec calme. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Aussitôt, l'atmosphère change. L'autre sent qu'il a été entendu, que son opinion n'est pas tombée dans l'oubli. Et toi, par-dessus tout, tu fais preuve de maturité. Ce type de réponse ne signifie pas que tu acceptes aveuglément tout ce qu'on te dit. Cela signifie que tu as la capacité de faire une pause, d'analyser, puis de décider si ce que tu as entendu t'apporte quelque chose. Tu ne donnes pas le pouvoir sur tes émotions à l'autre personne. Tu le gardes pour toi. Oseras-tu essayer la prochaine fois? Tu pourrais être surpris par les faits. Il y a une puissance silencieuse à ne pas réagir immédiatement, à te donner du temps et de l'espace. Ainsi, tu deviens maître de tes réactions. Et c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. T'est-il déjà arrivé qu'une simple phrase change complètement le cours d'une discussion? Qu'as-tu ressenti lorsque tu as choisi d'écouter avant de répondre? 7e réponse. Je ne prendrai pas cela personnellement. Tu crois vraiment que tout cela tourne autour de toi? Comme il est confortable de penser que le monde gravite autour de tes sentiments, de tes attentes, de tes blessures. Ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un crache au beau milieu d'une dispute, cela a rarement un rapport avec toi. C'est sa frustration, son ego, son incapacité à gérer la pression. Mais bien sûr, il est bien plus facile d'endosser le rôle de la victime et de transformer chaque mot des autres en une dague pointée vers ta poitrine. Comme c'est commode. Ne pas le prendre personnellement est une menace pour ceux qui vivent de l'offense. Parce que si cela ne t'atteint pas, si tu ne réagis pas, si tu ne tombes pas dans le piège, tu leur retires leur pouvoir. Tu leur tends le miroir. Ceci t'appartient, pas à moi. Ça fait mal. Oui, mais pas à cause de ce qu'ils disent, plutôt à cause de l'importance que tu choisis d'y accorder. Ça te dérange? Parfait, voilà ton chantier intérieur. Il y a des personnes qui ont besoin que tu le prennes personnellement pour se sentir importantes, pour justifier leur propre drame. Ne leur fais pas ce cadeau, laisse-les se noyer dans leur propre venin, pendant que toi, tu restes intact. La prochaine fois que quelqu'un crache son venin, répète simplement « Je ne prendrai pas cela personnellement ». Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres, qu'ils continuent d'aboyer. Toi, tu n'es pas l'arbre. Réponse numéro 8. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. L'atmosphère se refroidit, il y a de la tension, mais personne n'élève la voix. Les arguments flottent, s'entrechoquent, cherchent un espace sûr. Quelqu'un insiste pour trouver le responsable, pour pointer du doigt. Le regard se détourne, les épaules se crispent, le rythme de la conversation ralentit. Une autre personne intervient, coupe le cycle. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. Les mots tombent comme un poids mort sur la table. L'élan de blâmer s'arrête. Personne ne répond immédiatement. Le focus change. Il ne s'agit plus de se défendre ni d'attaquer. Il s'agit de regarder le problème en face, sans phare. Les questions deviennent pratiques. Que se passe-t-il maintenant? Quelles options avons-nous? Les postures défensives perdent leur sens. Le conflit devient une tâche à résoudre, non un champ de bataille personnel. Il n'y a ni félicitations, ni geste de soulagement. Juste un accord tacite, avancé. Le passé reste là où il est. La discussion ne tourne plus autour de ce qui a été, mais de ce qui peut être fait. L'énergie auparavant consacrée à la confrontation migre vers la coopération. Même si personne ne le dit à voix haute, il n'y a pas de satisfaction immédiate. Pas de clôture émotionnelle non plus.
La conversation continue, mais le ton a changé. Une limite s'est imposée, sans dramatisme. La recherche de solutions prend le pas sur le besoin de trouver des coupables. L'atmosphère est sobre, presque clinique. Le calme n'est pas de la joie, c'est du contrôle. L'avancée n'est pas une célébration, c'est de l'efficacité. Ainsi se termine l'échange, sec, direct, fonctionnel. Le problème ne disparaît pas, mais la façon de l'affronter n'est plus la même. Réponse 9. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes. Au milieu d'une dispute, l'urgence de répondre est souvent le premier ennemi. L'esprit s'accélère, les émotions se mélangent et la conversation se transforme en un champ de bataille où personne ne gagne. Dire « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » est une manœuvre stratégique, non une fuite. C'est la décision consciente de ne pas se laisser emporter par la tempête du moment et de poser une limite claire. La conversation ne reprendra que lorsque les eaux se seront apaisées. Cette réponse coupe le cycle de la réactivité. Quand l'un ou les deux sont bouleversés, les mots deviennent des armes et l'objectif n'est plus de comprendre, mais de vaincre. Si l'un des deux impose une pause, la dynamique change complètement. Le message est clair. Je ne suis pas disposé à échanger des reproches, ni à céder à l'impulsion de la colère. Je veux résoudre, mais pas à n'importe quel prix. La pause forcée a des effets immédiats et à long terme. Immédiatement, la tension retombe. C'est comme retirer le pied de l'accélérateur avant de perdre le contrôle. L'autre personne peut se sentir frustrée, voire rejetée, car son élan est de décharger l'émotion sur le moment. Mais en posant la limite, on invite, de manière implicite, à ce que chacun reconsidère sa position et revienne avec une disposition différente. En pratique, cela demande une discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de prononcer la phrase, mais de tenir la décision. Ne pas entrer dans les provocations, ne pas répondre en criant, ne pas se laisser piéger par le jeu de la culpabilité. Il est probable que l'autre insiste, fasse pression ou tente de rouvrir le conflit. Ici, la fermeté est essentielle. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes n'est pas une excuse pour éviter le sujet, mais une déclaration d'intention. Le dialogue n'est possible que lorsque chacun peut penser avec clarté. Un exemple, imagine une dispute de couple dans laquelle l'un des deux lance une accusation dure. La réaction automatique serait de se défendre, d'attaquer en retour ou de sombrer dans le drame. Mais celui qui garde son calme et propose une pause prend le contrôle du processus. Cela n'élimine pas le conflit, mais le déplace sur un terrain plus sûr, où la probabilité de compréhension réelle augmente. Avec le temps, cette habitude transforme la relation aux disputes. Il ne s'agit plus de gagner ou de perdre, mais de trouver des solutions dans la sérénité. Cela envoie aussi un message sur sa propre valeur. Je ne suis pas disponible pour le chaos de l'autre, je respecte mon propre état émotionnel et j'attends la même chose de l'autre. Il y a un coût. Parfois, on perd l'occasion d'avoir le dernier mot ou de décharger sa colère sur le moment. Mais le bénéfice est bien plus grand. La plupart des conflits ne se résolvent pas au sommet de l'émotion, mais après, lorsque l'esprit retrouve sa clarté. Retarder la conversation n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Ainsi, la phrase « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » devient un filtre. Seules les choses importantes méritent discussion et seule la sérénité permet de trouver une issue digne pour chacun. 10e réponse. Ma paix a plus de valeur que d'avoir le dernier mot. Parfois, il semble que céder, c'est perdre, que se retirer d'une discussion, laisser passer un commentaire, ne pas répondre à la dernière attaque, équivaut à se rendre, à être moins. Mais il y a une vérité brutale que peu de gens acceptent. La plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais à nourrir l'ego. Vouloir avoir le dernier mot est un piège subtil. L'orgueil te pousse à prouver que tu as raison, à ne rien laisser sans réponse, à écraser l'argument de l'autre, même si cela coûte ta tranquillité. Regarde ce qui se passe quand tu t'accroches toujours à avoir le dernier mot.
La conversation devient une guerre froide. Aucun des deux n'écoute, les deux attaquent, personne ne cède. Les mots deviennent des lames, l'atmosphère s'empoisonne. Au final, même si tu gagnes, tu finis épuisé, amer, vidé. Gagner la discussion, perdre le calme, voilà le vrai prix. Combien de fois as-tu ressenti cette satisfaction fugace d'avoir gagné une dispute verbale, pour ensuite rester avec le bruit dans la tête, la tension dans la poitrine, l'écho d'une réponse que tu n'aurais pas dû donner? On t'a appris que céder, c'est être faible, que qui se tait consent, que si tu ne réponds pas, tu restes en arrière. Mais personne ne te dit que la véritable force consiste à choisir ta paix plutôt que ton orgueil. Que le self-control, la distance, le silence peuvent être plus dévastateurs que n'importe quel argument. La personne qui décide de ne pas entrer dans la bataille, qui se retire avant que la discussion ne l'emporte, démontre une maîtrise de soi que les autres comprennent à peine. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est une maturité brutale. C'est savoir que ton temps et ton énergie ne sont pas à vendre au jeu de l'ego d'autrui. Pense aux fois où une dispute t'a volé des heures, t'a privé de sommeil, t'a gâché la journée. Pense à ce que tu as perdu à ne pas savoir lâcher prise. Paix mentale, relations, opportunités, même le respect de toi-même. Les gens se souviennent plus de ta réaction que de tes arguments. Souviens-toi du calme imperturbable de celui qui n'a pas besoin d'avoir raison pour se sentir en sécurité. Voilà la différence entre celui qui vit au gré des provocations et celui qui domine son monde intérieur. Personne ne va t'applaudir parce que tu n'as pas répondu. Personne ne te donnera une médaille pour avoir gardé le silence. Mais la récompense est invisible et redoutable. Ta paix. C'est un luxe que peu peuvent se permettre, car il faut renoncer à l'addiction d'avoir raison, au besoin de valider ton ego dans le regard de l'autre. C'est choisir de perdre une bataille inutile pour gagner une guerre silencieuse, celle de ton propre esprit. Cette réponse n'est pas pour ceux qui veulent plaire, ni pour ceux qui ont besoin de reconnaissance. Elle est pour ceux qui en ont assez de laisser les autres dicter leur humeur. Pour ceux qui comprennent que la véritable victoire, c'est être maître de soi, non de la conversation. La prochaine fois que tu sentiras le besoin de répondre, de clore la discussion, d'imposer ton point de vue, souviens-toi, ta paix vaut plus que n'importe quel dernier mot. Et quand tu apprendras à te retirer sans te sentir vaincu, tu auras gagné quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, rester calme est ce qu'il y a de plus inconfortable pour l'autre. Pense à la dernière fois où quelqu'un a élevé la voix, s'attendant à ce que tu répondes de la même manière. Observe comment, en restant silencieux, l'autre commence à agiter les mains, avec plus de nervosité, à chercher des alliés du regard dans la pièce, à changer de ton parce qu'il ne trouve aucune résistance. La tension flotte dans l'air, mais elle ne t'appartient pas. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à l'attaque, l'autre reste avec ses mots suspendus, regarde le sol ou consulte son téléphone pour combler le vide. L'atmosphère change, les personnes autour baissent les yeux ou s'éloignent discrètement de la scène. Parfois, tu vois la conversation s'éteindre ou ton interlocuteur, ne trouvant aucune opposition, se retirer avec une frustration qui ne t'appartient pas. Combien de fois encore vas-tu sacrifier ta paix juste pour avoir raison? La maîtrise est évidente chez celui qui ne réagit pas.